Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Austin, dans l'État du Texas aux États-Unis. Nous sommes à la 184e réunion annuelle de l'Association africaine pour l'avancée de la science et dans une interview exclusive avec le docteur Lassina Zerbo qui vient d'obtenir un prix sur la diplomatie scientifique. Il est burkinabé et son mérite vient d'être récompensé. Nous sommes avec lui pour une interview exclusive depuis la salle de conférence qui a abrité donc la cérémonie de remise de ce prix-là. Docteur Lassina Zerbo, bonjour à vous. Est-ce que vous êtes content d'obtenir ce prix? Avec beaucoup d'humilité. Ce prix est un travail collectif, avec toute l'équipe qui travaille avec moi depuis bientôt une quinzaine d'années. Mettre en place le cadre technique pour soutenir donc les politiques de désarmement et de non-prolifération en vue d'un monde meilleur. Voilà ce que nous essayons de faire. Donc c'est en toute humilité que je reçois ce prix et que je partage avec toute mon équipe naturellement. Alors quel sentiment vous anime aujourd'hui, Dr Lassina Zerbo, après l'obtention d'un tel prix avec une structure qu'on appelle l'Association américaine pour l'avancée de la science, qui regroupe quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, quelques 120 000 membres aujourd'hui un peu partout dans le monde? C'est quand même une association, l'une des plus anciennes et l'une des plus grosses au monde. Elle fait quand même près de 120 000 membres. C'est l'une des plus anciennes aussi qui travaille à s'assurer justement que les politiques d'avancée de la science sont soutenues non seulement par l'État américain, mais par le monde entier. Parce que ce n'est pas une association qui est seulement américaine. Même si le nom dit une association américaine, les 120 000 membres viennent de partout du monde et qui essaient de travailler à influencer les politiques de développement en matière scientifique. Et là maintenant, en rajoutant la diplomatie, ils amènent un cadre qui permet aux gens de se reconnaître et de voir comment on peut participer au développement de ce monde en alliant la science et la diplomatie. Alors il est important que le monde sache quelle est la différence entre la diplomatie scientifique et la diplomatie classique que nous connaissons au quotidien. La diplomatie classique, il faut d'abord faire des cours pour aller à une école de diplomatie des relations internationales, ce que moi je n'ai pas fait. Moi je suis d'abord un scientifique de formation, je suis géophysicien. Et je me suis frotté aux diplomates en amenant le cadre scientifique qui peut servir aux politiques de développement qu'utilisent les diplomates pour pouvoir faire les décisions pour leur pays. Et donc la diplomatie scientifique, c'est justement ce nexus-là entre la science et la diplomatie qui caractérise vraiment l'organisation que je dirige, parce que c'est ça en fait. Nous avons un cadre technique au service d'un traité qu'il faut mettre en vigueur. Donc il ne s'agit pas de courir simplement dans le monde pour faire l'avocat du diable dans le cadre de la non-prolifération et du désarmement. Il faut prouver au monde qu'il y a une technologie qui peut rendre le traité vérifiable et donc permettre de créer un cadre de confiance qui amènerait les États à le ratifier et dans un objectif bien précis qui est la paix, la sécurité, la stabilité mondiale. Est-ce à dire aujourd'hui que c'est une nouvelle dynamique de diplomatie qu'il faut désormais travailler à ancrer dans les comportements quotidiens dans tous les pays du monde? Monsieur Ouedraogo, je crois que ce serait prétentieux de ma part de dire que c'est une nouvelle tendance, mais c'est une tendance qui est reconnue par cette association-là pour l'avancée des sciences, qui reconnaît que pour faire avancer certains dossiers, il faut combiner science, donc technologies qui peuvent servir les politiques de développement. Et c'est ça qui, sans doute, les a amenés à me distinguer parce que je représente une organisation et je fais un travail qui rentre dans ce cadre-là. Alors, l'association vous a récompensé parce qu'elle s'est dit vous êtes une personne ressource qui a beaucoup travaillé donc, dans votre engagement pour l'élimination des essais nucléaires. Parlez-nous justement de cet engagement que vous avez eu à faire pour qu'on puisse limiter au maximum donc, les essais nucléaires dans le monde. Mon engagement, c'est aussi mon travail de tous les jours. Il faut quand même d'abord commencer et reculer un peu pour voir que j'ai commencé dans cette organisation depuis bientôt 15 ans, et comme d'abord directeur technique, donc de la division la plus technique de l'organisation. Et donc c'est peut-être ma capacité à gérer le côté technique en même temps que ces politiques-là de décision, qui m'ont amené à être reconnu, à être élu comme secrétaire exécutif de l'organisation et donc à diriger ce cadre-là où j'ai un groupe de scientifiques, un groupe de diplomates et des militaires également, il ne faut pas l'oublier, et aussi personnel de communication, personnel technique et informatique, et qu'il faut amener à servir les politiques donc, de désarmement et de non-prolifération
à partir d'une technologie qui confirme le cadre dans lequel nous travaillons. Vous savez, l'histoire des essais nucléaires est une histoire très ancienne qui a commencé depuis, je dirais, Gandhi et depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, c'est le traité qui a été le plus longtemps négocié et le plus difficilement obtenable, si on peut dire ainsi. Et ça a amené donc une société civile qui a commencé des campagnes sur les effets néfastes des essais nucléaires. Il y en a eu 500 au Kazakhstan, il y en a eu à Mururoa, il y en a eu en Russie. Et donc, on a vu comment les effets ont été néfastes pour les populations, pour l'environnement. Et donc, cette campagne a commencé par les sociétés civiles. Et donc, les leaders comme Gandhi et beaucoup d'autres se sont sentis concernés. Donc, ils ont commencé un débat au niveau de la société civile et aller les amener à influencer les politiques des différents États et à créer un cadre de dialogue d'abord, ensuite de négociation, et qui est rentré dans le cadre international. Et donc ce traité a commencé à être négocié. On a d'abord négocié un traité d'interdiction partielle qui disait, pour réduire les effets néfastes, on va faire des essais souterrains, on ne ferait plus des essais dans l'atmosphère. Donc ça a commencé par des petits pas. Et donc, après l'interdiction dans l'atmosphère, parce que les gens croyaient qu'il y avait moins d'impact sur l'environnement, il s'est agi d'arrêter les essais nucléaires partout, sous terre, dans l'atmosphère et sous l'eau aussi, et sous les océans. Donc, c'est ce qu'on appelle le comprehensive, donc en anglais, l'interdiction complète des essais nucléaires. Et pour faire cette interdiction, il fallait amener des technologies scientifiques pour la surveillance, justement, des essais qui vont se faire par des pays et qui seraient amenés à les cacher et à des fins de développement de l'arme nucléaire. Et donc c'est pour ça qu'on a mis ce cadre technique au niveau de mon organisation, l'organisation que je dirige, et qui aujourd'hui, qui montre son efficacité avec le seul pays qui fait aujourd'hui des essais nucléaires, qui est la Corée du Nord. Et donc c'est la société civile, les technologies, donc les scientifiques, et puis les leaders de ce monde sur le plan politique qu'on met ensemble pour amener justement à avoir le côté effectif de l'interdiction des essais nucléaires. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la Corée du Nord, un pays difficile, un pays qui n'écoute pratiquement personne avec le dirigeant Kim Jong-un. Comment gérer justement cette question difficile avec la Corée du Nord qui est à son 6e essai nucléaire aujourd'hui dans le monde? Ben, pour la Corée du Nord, je crois qu'il est clair aujourd'hui que les sanctions ont montré leurs limites. Parce que la situation est telle que plus les sanctions sont faites, donc on est peut-être au 8e degré de sanctions, mais au 6e essai nucléaire. Donc, est-ce qu'on peut dire que les sanctions fonctionnent? Si ça fonctionnait, un pays comme la Corée du Nord ne serait pas aujourd'hui en mesure d'être à 6 essais nucléaires. Nous étions d'avis depuis le premier essai et qu'il fallait créer un cadre de dialogue et ensuite de négociations qui arrêterait immédiatement la Corée du Nord pour éviter justement qu'ils n'atteignent un seuil de non-retour, parce que c'est là où nous sommes aujourd'hui. Ils sont à un seuil où ils disent, en tout cas c'est ce qu'ils disent, qu'ils ont atteint non seulement la capacité de la force nucléaire, mais du lancement aussi des missiles qui sont porteurs de l'arme nucléaire et qui peut atteindre l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce qu'en tant que scientifique, vous confirmez qu'ils ont l'arme nucléaire, comme le dirigeant nord-coréen le dit ouvertement partout? Kim Jong-un? Il est difficile de juger, mais moi je me base sur le fait que l'Inde et le Pakistan n'ont pas eu besoin de plus d'essais pour être à un niveau où aujourd'hui on peut les considérer comme des pays nucléarisés sur le thème de l'armement. Donc pourquoi sous-estimer la capacité intellectuelle ou technologique de la Corée du Nord? Et voilà où moi je me suis dit encore, disons que je ne fais pas de jugement ici, je fais seulement un constat qui est là, et qui dit que si l'Inde et le Pakistan n'ont pas eu besoin de plus d'essais que ça, et pourquoi on croirait que la Corée en aurait besoin de beaucoup plus avant qu'on la considère comme un pays qui peut être considéré comme nucléarisé sur le plan de l'armement. Partout on se pose la question, comment raisonner Kim Jong-un aujourd'hui?
Je crois que Kim Jong-un va vous poser la question de savoir comment raisonner les autres. Oui. Parce que c'est ce qu'il dit. Aujourd'hui, Kim Jong-un dit « Je ne veux pas être dans la même situation que Kadhafi, je ne veux pas être dans la même situation que Saddam Hussein ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire, c'est peut-être parce que ces gens ne sont pas arrivés à ce seuil-là, où on se sentirait plutôt contraint de dialoguer avec eux, qu'ils ont eu le sort qui leur a été réservé. Bon, je ne lui donne pas raison dans son analyse, mais encore, comme je dis, je fais un constat. Une part de vérité quand même. Voilà, c'est une part de vérité. Il faut quand même accepter parfois, et c'est ce que je dis souvent, il faut cesser d'être dans l'hypocrisie, parfois, dans ces questions de diplomatie multilatérale. Et il faut voir les faits qui sont probants, et les reconnaître d'une certaine façon dans le cadre, parce que reconnaître aujourd'hui officiellement la Corée du Nord voudrait dire qu'on remet en cause le traité de non-prolifération. Et parce que l'Inde, le Pakistan et Israël ne sont pas reconnus officiellement comme États dotés. Quand on dit États dotés, ce n'est pas des États reconnus officiellement dans le cadre du TNP et comme des États nucléarisés. Bon, pourquoi on quitterait ce cadre-là pour reconnaître officiellement? Donc on met en péril justement ce traité de non-prolifération qui fête cette année ses 50 ans. Et donc voilà la problématique que la diplomatie multilatérale a aujourd'hui. Alors parlons à présent donc du rapprochement entre les États-Unis et la Corée du Nord, Kim Jong-un, Donald Trump. Est-ce que déjà c'est un bon signe si ces deux dirigeants-là arrivaient à s'entendre, à parler peut-être éventuellement le même langage? Tout dialogue est un début possible de négociation. Donc en diplomatie multilatérale, c'est toujours un bon signe. Et il faut d'abord pouvoir se regarder dans les yeux et pouvoir parler. Et donc je crois que la communauté internationale salue ces efforts-là qui vont amener peut-être à un dialogue, et après le dialogue, peut-être à un cadre de négociation, et qui va peut-être apaiser les tensions dans la péninsule coréenne et contribuer à cette paix et la stabilité mondiale que nous recherchons tous. On a parlé également de la relance de la production nucléaire au niveau des États-Unis sous la présidence de Donald Trump. Est-ce que vous, au niveau de l'OTAN, cela vous inquiète aussi? Et toute relance, quelle qu'elle soit, vers l'armement nucléaire ou le développement ou la modernisation, est une source d'inquiétude, pas seulement pour l'organisation, mais aussi pour la communauté internationale. Bon, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nous sommes dans un foyer, nous connaissons un foyer de tension, des foyers de tension, je dirais, la péninsule coréenne, donc les disparités Russie-États-Unis, et la Chine aussi dans une certaine mesure, puisqu'elle est citée dans cette nouvelle politique des États-Unis comme un État qu'il faut craindre sur le plan de l'armement. Donc on se trouve dans une situation où il y a une crise de confiance. Et quand il y a une crise de confiance, on n'est pas dans une bonne passe pour régler les questions de sécurité de ce monde. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résorber ces crises-là ou les réduire de façon à amener les États à se comprendre, à se regarder et à trouver le cadre de dialogue? Bon, je dirais, et personne ne m'en voudra pour ça, que le traité d'interdiction complète des essais nucléaires est l'un des fruits mûrs du contrôle de l'armement, de la non-prolifération et du désarmement. Et je m'en vais m'expliquer, c'est aussi simple. Si vous prenez le cadre multilatéral aujourd'hui, depuis 20 ans que ce traité a été mis à la signature des États, qui connaît aujourd'hui 183 États signataires, il n'y a aucun traité dans le cadre du contrôle de l'armement ou de la non-prolifération, aucun accord qui a vu le jour, à part l'accord iranien. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je trouve qu'il est risqué de mettre cet accord-là en péril, parce que c'est la seule chose depuis une décennie que nous pouvons mettre sous la dent comme un élément ou un gage de confiance entre les États et qui pourrait créer des conditions de paix et de stabilité. Donc voilà un peu où la géopolitique mondiale se situe. La péninsule coréenne, les conflits ou les perceptions Iran, États-Unis, Iran, le Moyen-Orient, donc Israël, l'Égypte aussi dans une certaine mesure. Et donc, il faut absolument que les dirigeants de ce monde et de ces pays respectifs acceptent de voir les choses en face,
refuse l'hypocrisie de la diplomatie multilatérale dans une certaine mesure. Je ne dis pas que tout est hypocrite, mais je veux dire parfois, il faut accepter les choses qui fâchent pour arriver à des compromis qui peuvent contribuer à la paix et à la stabilité mondiale. C'est ce que nous recherchons tous. Donald Trump, Kim Jong-un, est-ce la solution aujourd'hui donc pour mettre fin aux essais nucléaires dans le monde? Déjà qu'on amorce une perception de dialogue et que aussi le sport est venu dans la balance pour créer des conditions de rapprochement entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, on peut émettre l'espoir que cela perdure un peu, et que ce ne soit pas juste un temps pour les Jeux Olympiques et qu'après on retourne dans le même type de crise qu'on a connu depuis certaines années, depuis un certain nombre d'années. Et donc moi je pense que le sport aussi joue son rôle aujourd'hui dans cette diplomatie multilatérale. Et donc si le sport crée un cadre de rapprochement, utilisons ce cadre de rapprochement-là pour créer le dialogue et la négociation nécessaires à réduire cette tension dans la péninsule coréenne et au-delà de la péninsule coréenne et de façon sur le plan international. Est-ce que vous avez pour mission aussi de chercher à rencontrer Kim Jong-un et Donald Trump pour leur dire aujourd'hui il faut impérativement trouver une solution à la question nucléaire? Bon, pas spécialement. Je pense que nous sommes une organisation internationale et partout on est invité à faire valoir les raisons que porte ce traité d'interdiction complète des essais nucléaires comme contribution à la non-prolifération et au désarmement, et nous serons présents. Mais est-ce que je cherche précisément ou particulièrement à les rencontrer? Ben, si je suis invité, oui. Mais la Corée du Nord a été l'un des pays les plus fermés depuis un certain temps. Et bon, même si j'ai parcouru le monde, je ne suis pas encore allé en Corée du Nord. Bon, je dis souvent en rigolant, si on me donne un billet retour, j'irai avec plaisir. Mais est-ce que vous avez tenté de vous rendre en Corée du Nord, par exemple? Ben, on ne tente pas, on ne prend pas un billet d'avion comme ça pour se rendre en Corée du Nord, surtout quand on dirige une organisation comme la mienne. Il faut d'abord être invité à jouer sa partition dans le cadre de l'organisation que je dirige et que bon, l'État nord-coréen se sente en confiance et pour accepter le travail que nous faisons. Est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce que vous sentez l'État nord-coréen ouvert à une éventuelle discussion? Vous avez tenté de rencontrer des cadres? Parce qu'une fois on a fait une interview, vous avez fait cadre de l'ONU, vous avez croisé un responsable nord-coréen une fois en passant. Non, les cadres nord-coréens, j'ai rencontré l'ancien ministre des Affaires étrangères nord-coréen à New York. Et puis à Moscou, j'ai été à une conférence où il y avait le directeur du désarmement et de la non-prolifération nord-coréen. Donc on a eu quelques échanges, mais c'est des échanges de courtoisie diplomatique. Pas plus. Pas plus. Alors un autre élément très important sur lequel on peut parler, c'est le cas de l'Iran, avec notamment les mollahs, les ayatollahs et autres, donc sur le cas de l'Iran. Est-ce que vous avez espoir que l'Iran pourrait finalement être un bon élève pour la communauté internationale sur la question des essais nucléaires? Ben, je ne jugerai pas l'Iran en termes de bon élève ou de mauvais élève. Bon, ce serait peut-être rentrer dans une perception de politique domestique qui n'est pas de mon ressort. Et ce que je dirais, je partirais de l'accord iranien, donc ce qu'on appelle le Joint Consultative Plan of Action, qu'on a obtenu dans les débats Union européenne 3 plus 3, donc avec la Russie, la Chine, donc, qui ont amené un cadre de discussion, de dialogue donc, et de négociation qui a pris le temps qu'il fallait, mais qui a abouti à un accord, que je dis un des accords, en fait l'un des meilleurs depuis la dernière décennie que nous avons connue. Et l'Iran a montré, ou a voulu montrer patte blanche, en disant d'abord que la fatwa ne leur permet pas, leur interdisait de développer l'arme nucléaire. Ils ont amené sur la balance ce qu'ils pouvaient donner à la communauté internationale. Il y a eu un compromis qu'il faut respecter aujourd'hui, et pour permettre et donner des gages de satisfaction qui conduiraient à avoir beaucoup plus. Ce que je dis aujourd'hui qu'il y a matière au niveau de l'Iran à faire quelque chose aussi vers le TIS, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, que l'Iran a signé, mais dont la ratification est encore à venir. Donc, nous avons une station certifiée, une station de surveillance certifiée en Iran, et ce serait bon qu'on reçoive les données de cette station et que l'Iran se mette en marche justement pour donner les gages qui
qui amènerait beaucoup plus de confiance au niveau de la communauté internationale. Alors, parlant des essais nucléaires aujourd'hui dans le monde, on a parlé de l'Iran. Combien de pays manquent à l'appel aujourd'hui pour qu'on puisse avoir finalement la ratification de ce fameux traité qui pourrait être une bonne solution? Parce que vous avez cité un certain nombre. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'état des lieux aujourd'hui dans le monde? Pour son entrée en vigueur, oui. En fait, nous avons 8 ratifications, dont 5 pays qui ont signé. C'est les États-Unis, la Chine, l'Iran, Israël et l'Égypte qui ont signé le traité, donc dont la ratification reste à venir. Et puis on a 3 pays qui n'ont pas encore signé le traité. C'est l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord. Mais le Pakistan a fait un pas parce que le Pakistan est observateur auprès de l'organisation. Donc l'ambassadeur du Pakistan ou les délégués de la mission permanente du Pakistan auprès des Nations Unies à Vienne participent à nos travaux, mais je ne reçois pas encore les lettres de créance de l'ambassadeur du Pakistan. Mais je reçois les lettres de créance des 183 pays qui participent à nos travaux et qui sont signataires du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Alors, le nucléaire et le continent africain, on en parle aujourd'hui. Vous avez cité l'Égypte, mais est-ce que l'Afrique aujourd'hui est un continent pacifique, un continent qu'il faut saluer, peut-être voir comme un bel exemple pour le reste du monde sur la question nucléaire dans le monde? L'Afrique, à travers le traité de Pelindaba, a montré patte blanche en disant le traité de Pelindaba fait de l'Afrique une zone exempte d'armes nucléaires. Et donc, si la zone est exempte d'armes nucléaires, il n'y a pas lieu de faire des essais nucléaires, puisqu'on va au-delà même des essais nucléaires. Donc, l'Afrique, sur ce plan-là, fait bon exemple, bon élève. Mais la question, justement, que les gens se posent, l'Égypte que j'ai citée, l'Égypte fait partie de l'Afrique. Et donc, c'est ce que nous disons, si l'Égypte fait partie de l'Afrique, voilà, c'est une puissance militaire, mais si l'Égypte fait partie de l'Afrique, comme elle le fait, comme elle l'est, et l'Afrique étant une zone exempte d'armes nucléaires, bon, ce que les gens me disent, pourquoi l'Égypte n'a pas encore ratifié ce traité? Nous y travaillons et je pense qu'on arrivera peut-être dans un proche avenir à créer les conditions de confiance qui amèneraient l'Égypte à reconnaître ce traité-là à sa juste valeur. Docteur Lassina Zerbo, je voudrais qu'on parle à présent de la lutte contre le terrorisme. Faut-il s'inquiéter que les armes nucléaires ne se retrouvent dans les mains des bandits armés, de ces narcotrafiquants qui terrorisent les populations de l'Afrique jusque dans la bande sahélienne, dont le Burkina Faso est victime aujourd'hui, parmi tant d'autres le Burkina, le Mali ou le Niger? Justement, c'est ça qui a été le cheval de bataille du président Obama, l'ancien président des États-Unis, et quand il a amené le contexte de sécurité nucléaire. En fait, la sécurité nucléaire, il s'agissait de s'assurer que le matériel fissile, donc le matériel qui sert à faire la détonation pour faire une arme nucléaire, ne soit pas aux mains des terroristes. Et quand on a du matériel fissile, je ne dis pas qu'on peut faire une bombe du type Hiroshima, mais on peut faire ce qu'on appelle les dirty bombs, donc les bombes sales, qui peuvent être aussi petites qu'elles soient, qui peuvent faire des dégâts assez notables. Et je crois qu'à travers aussi un traité dont la négociation n'a pas encore vu une ouverture à la signature, c'est le traité donc, sur l'interdiction, en fait le contrôle du matériel fissile. Et donc ça c'est un traité encore qui reste à négocier, qui va sans doute compléter le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et pour que nulle part ailleurs on se trouve dans une situation où les gens vont développer l'arme nucléaire. Alors est-ce que l'espoir est permis pour un monde totalement dépacifié, on le dira ainsi? Moi je dirais que il faut toujours voir, comme on le dit souvent, le verre à moitié plein. Même si à moitié plein, c'est comme s'il était à moitié vide. Mais il faut voir le côté positif des choses. Et moi, je prends souvent, j'ai un optimisme qui n'est pas béat, je le dis parce que c'est un optimisme que j'essaie de mettre un peu pragmatique pour voir les choses telles qu'elles sont et voir comment on peut faire avancer les choses. Est-ce qu'il faut croire à un monde exempt d'armes nucléaires et un monde pacifié? On a parlé de crise de confiance, parce que c'est là la clé. C'est la crise de confiance qui amène les États à développer les conditions qu'ils trouvent qui sont les meilleures pour se protéger. Et donc la Corée du Nord se trouve dans cette situation parce qu'elle estime qu'elle est menacée. Étant menacée, elle se dit, bon, la seule manière de me protéger, c'est d'avoir l'arme nucléaire parce que c'est la seule chose qui peut obliger les gens à négocier avec moi. Et ça, c'est une posture de la période après-guerre et de la période guerre froide. Nous sommes au XXIe siècle, où, à cause des nombreux traités, le traité de non-prolifération, le traité d'interdiction des armes nucléaires,
et si on va sur les armes chimiques, la Convention sur les armes chimiques, la Convention sur les armes biologiques, à créer des cadres de discussion, de dialogue et de négociation pour que les gens arrivent à contenir un peu le développement des armes de destruction massive. Il y a eu un grand pas de fait. Un grand pas de fait parce qu'on s'est retrouvé dans une situation aujourd'hui où il n'y a que la Corée du Nord qui fait mouche en termes d'essais nucléaires. Mais la Corée du Nord fait mouche, les gens me diront, si ça marchait, la Corée du Nord n'allait pas le faire. Ce qu'il faut se dire, si ce traité n'existait pas, peut-être qu'on n'aurait pas que la Corée du Nord. Donc le traité a sa valeur, comme tous les autres traités d'ailleurs. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que ces nombreux traités ont créé des cadres de confiance qui font aujourd'hui qu'on a plus ou moins contenu cette course à l'armement. Le risque, c'est de garder ces traités-là aussi forts que possible pour éviter encore une résurgence vers cette course à l'armement qui va nous mettre dans une situation difficile. À vous écouter, une troisième guerre mondiale, on peut dormir tranquille, ce n'est pas pour demain, la veille. Bon, c'est pas pour, mais il y a toujours des risques. Mais je dirais quand même que le 21e siècle est un siècle civilisé, un siècle de civilisation, un siècle de dialogue, un siècle où la diplomatie multilatérale a pris une certaine ampleur. Et donc, on trouve toujours un moyen pour discuter et trouver les solutions. Nous parlons à présent donc du prix que vous avez obtenu, 5 000 $ américains qui accompagnent ce prix obtenu auprès de l'association américaine pour l'avancée de la science. Vous avez clairement dit que vous allez investir pour le Burkina. Qu'est-ce que vous comptez faire avec ce prix-là pour toucher le maximum de personnes dans votre pays? En fait, ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de prendre cette somme-là et de la faire comme une graine et dans le but de créer un centre et où on va créer ce nexus-là entre la science et la diplomatie au service du développement au Burkina et de la sous-région. C'est ça mon rêve et j'espère pouvoir avoir le soutien des autorités pour le faire et amener beaucoup de jeunes scientifiques et diplomates à travailler ensemble et pour que les diplomates comprennent mieux la science et les scientifiques comprennent mieux les politiques de développement des pays et afin qu'on crée le cadre nécessaire et pour faire avancer le Burkina et puis la sous-région. Donc avoir un centre sera un centre de réflexion où pas seulement des étudiants, mais aussi des fonctionnaires de haut niveau ou des fonctionnaires moyens et pourraient venir échanger avec des cadres internationaux que je compte faire venir et qui vont créer les compétences nécessaires pour que les gens puissent faire face de façon efficace aux problématiques de développement que nous avons. La science et la jeune fille, à ce niveau, est-ce que vous avez également des ambitions, des intentions, des projets? Des projets, vous savez, je considère quand même que j'ai bénéficié d'opportunités que j'ai peut-être su saisir. Mon rêve a toujours été de pouvoir donner cette chance-là à d'autres personnes au Burkina. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire, en encourageant des jeunes à travailler avec nous dans cette organisation, en créant des conditions où on donne des bourses d'études à des gens qui aimeraient suivre le même pas que le mien, ou faire mieux que moi, parce que c'est ça. Quand on veut former des jeunes, on veut les former à faire mieux que ce que vous avez fait. Et c'est ce que j'essaie de faire et c'est ce que j'espère que ce centre va faire. Et je veux amener la jeunesse, c'est pour ça que j'ai créé un cadre de jeunes et pour la non-prolifération et le désarmement. Et il y a beaucoup qui ont joint. J'ai commencé avec 9, nous sommes à 360. J'aimerais avoir beaucoup plus de Burkinabés. Il y a une Burkinabé qui est aux États-Unis qui le fait et on veut continuer dans ce sens-là. Mesdames et messieurs, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. C'était depuis Austin, dans l'État du Texas, aux États-Unis. Interview exclusive réalisée avec le Dr Lassina Zerbo qui vient d'être récompensé avec un prix international obtenu sur place. Et c'est le Burkina Faso qui gagne. Très bonne suite de programme à tous et à toutes et à très vite sur Burkina Info TV. Bonsoir chez vous.